Donc je fais d'abord ça. Après, je vais faire ce qu'on appelle higher order, la programmation d'ordre supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on programme avec les valeurs procédurales. Les procédures sont des valeurs. Dans tous les langages, même si on ne le voit pas, même si le langage ne permet pas, à l'intérieur, les procédures, c'est des valeurs. Et ce n'est pas que le code, c'est le code plus un environnement. Ensemble, c'est une valeur. Et si on a ça, on peut programmer avec ça. Programmer avec des valeurs procédurales, ou avec des closures, ça s'appelle Higher Order Programming. Et plein de choses sont basées sur la Higher Order. C'est une technique parmi les plus intéressantes de donc après, la sémantique, le reste du cours, je fais de la programmation et je vous donne des exemples de code pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. C'est vraiment incroyable la richesse et la puissance des choses qu'on peut faire avec ça. Ok. Je commence par les appels de procédure. Ça s'appelle Refresher parce qu'il y avait des slides la semaine dernière, même si je n'ai pas fait ça la semaine dernière. Et donc, je vais aller un peu plus en détail. Je vais aussi écrire certains trucs sur le tableau. Et comme ça, j'espère que vous allez bien comprendre comment ça marche. Je commence avec les définitions de procédure. Ça c'est un truc qu'on a déjà vu. Hein. Ici à gauche, on a un programme, x plus a, qui va incrémenter x. C'est simple. Hein. Attention, a est un identificateur libre de la procédure. Ça veut dire qu'il n'est pas défini à l'intérieur, mais à l'extérieur, dans le local. Et si on traduit en langage noyau, on a ceci. Vous voyez que la procédure est une valeur inc égale, etc. Comme a égale 1 c'est une valeur, un nombre. Inc égale une procédure. C'est exactement la même idée. La procédure est aussi une valeur. Et à l'intérieur, on a y plus a. Donc je montre le résultat de la fonction. Ici, j'ajoute un argument pour faire le et ceci, après, en mémoire, quand je définis la procédure, on crée ceci. Donc la valeur procédurale, ici c'est une paire, c'est le code et un environnement. Et dans tous les langages, bon, les langages raisonnables, en C, on n'a pas ça, une procédure en C, mais C c'est un vieux machin, on n'utilise que pour faire des pilotes, et pour moi c'est plutôt un langage assembleur. Mais dans tous les langages raisonnables, à partir de Smalltalk, Java, Python, tous les langages comme ça, C#, une procédure, c'est deux choses. Ici à gauche, là, je vous montre, ça c'est symbolique, hein. Propre dollar y égale x plus a, c'est clair que dans l'ordinateur, ce sera compilé dans les instructions du processeur. Mais ici, dans la sémantique, on ne montre pas ça. On n'a pas besoin d'aller aussi bas. Il y a d'autres cours qui expliquent comment ça marche dans le langage machine, ce qui est implémenté dans les circuits du processeur. Mais pour la sémantique, on n'a pas besoin d'aller aussi bas. On va garder une représentation symbolique comme ça du code de la procédure. Okay? Donc ça, c'est la première chose, la définition. On a vu ça. Maintenant, on va faire l'appel de procédure. Ici, c'est pareil. À gauche, j'ai le code écrit par le programmeur. Ils ont browse inc 10. Mais en langage noyau, ça donne ceci. D'abord, il faut deux locales. Il y a tous les appels de procédure en langage noyau, ça passe avec des variables. Donc, il faut deux identificateurs, m et n, et qui correspondent à des variables. M égale 10, hein, c'est le 10 ici, et n c'est la sortie. Après, le inc est une procédure, inc mn, n c'est le résultat, et on fait browse n. Donc ici, inc mn, on a donc l'appel de procédure. Ok. Maintenant, pour vous montrer comment ça marche, inc mn,
je vais expliquer ça sur le tableau. C'est aussi sur le slide, mais je pense que c'est plus clair comme ça. Ici, j'ai la mémoire. Ça, c'est la mémoire. Ça, c'est le programme. Il y a un environnement, bien sûr. Désolé, la team. Il y a une variable petit i égale. Et ça, c'est la valeur procédurale. Donc d'abord, le code, c'est x. Je veux utiliser exactement y égale x plus a. Exactement dans la définition. Je connais du front. Suivi par un environnement. Ça, c'est la procédure. Il y a aussi le petit a, bien sûr, égal, je pense que c'est égal à 1, oui. Et il y a aussi m et n. Le m est égal à 10, je pense, et le n n'est pas encore. Donc on a ceci, la définition, on a donc déjà créé, donc la procédure existe en mémoire. Maintenant, on va faire l'appel. Comment est-ce que ça marche? L'exécution sur la machine abstraite. C'est comme ceci. En fait, on a l'instruction là plus un environnement. On a int mn avec un environnement qui contient les identificateurs m, n. Comme ça. Et en fait, c'est une pile, donc il y a plein d'autres trucs. Et après, il y a la mémoire ici. Hein. La mémoire, c'est ça. Sigma. Hein, je le mets ici en sigma, comme ça. Mais en fait, c'est ça. Hein. Maintenant, je fais un pas. Je vais faire un pas ici. Ici, j'ai un appel de procédure. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, on va enlever l'instruction sommet, on enlève l'appel et on va mettre une nouvelle instruction qui est le corps de la procédure. Je vais le faire en autre couleur. Et le corps de la procédure, c'est ceci. Y égale x plus 1. Et donc je fais y égale x plus a égale l'environnement, et le reste n'a pas changé. Le reste n'a pas changé, le noir n'a pas changé, tout ça, ça reste. C'est juste cette instruction, on l'enlève et on met le corps de la procédure. Et maintenant, on va faire y égale x plus 1. Mais la question, la grande question, quel est l'environnement ici? C'est pas le même que celui-là. C'est clair. Ici, j'ai y, j'ai x et j'ai a. Pour exécuter cette instruction, je dois connaître la valeur qui correspond à y, x et a. Ouais, ici, j'ai i, m et n. Je n'ai pas d'y, x et a. Donc, il faut un autre environnement ici. Mais alors, c'est quoi alors? Bien, x c'est le premier argument de la procédure, y c'est le deuxième. X, c'est le premier argument de la procédure. Le premier argument, c'est m. Donc, x doit correspondre à la variable qui correspond avec m. C'est ça, vous voyez ça? Donc, si je fais ici, le problème c'est qu'il y a un x, il y a un y et il y a un a. Mais quelles sont les variables ici? Je dois avoir x, y et a pour exécuter l'instruction. Mais le x, c'est le premier argument de la procédure, doit donc correspondre à la même variable que l'argument lors de l'appel, c'est-à-dire m, c'est-à-dire petit m. Donc le x doit faire référence à petit m. Et le y, c'est le deuxième argument, c'est petit n. Et le a, bien le a vient de l'environnement contextuel, ici.
c'est petit 1. Ici, j'ai petit m plus petit a, et c'est ça, petit n. Si j'exécute maintenant cette instruction, je vais lier petit n. Ok, je vais dire petit n et petit n sera égal à 11, hein, 10 plus 1. Alors la question, comment est-ce qu'on calcule ça? Ça c'est la question. Hein. J'ai besoin d'un autre bloc. Cet environnement-là, cet environnement-là, il est calculé. Il est calculé avec cette valeur procédurale et avec l'appel ici. Okay. Donc, ici, il y a un environnement. Cet environnement-là, je vais l'appeler E. Cet environnement, je vais l'appeler EC. Et pour calculer ça, maintenant, je veux faire quelque chose de plus formel. Je veux expliquer comment cet environnement ici est calculé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a X, Y et A. Donc, je vais appeler cet environnement E lors de l'appel. Je vais l'appeler, disons, EA. Donc, EA, c'est quoi? Bon, c'est d'abord l'environnement contextuel. Après, il y a X et Y. X, mais X fait référence à quelle variable? En fait, c'est E de M. E, c'est une fonction, hein? Fonction de l'argument M qui va donner petit m et y égale E de M. Ça, c'est une trigonométrie. Donc, EA égale ça. Vous voyez que EA est très différent de E. E, il y a I, M et N, c'est l'appel. Et EA, c'est lors de l'exécution de l'appel, il y a X, Y et A. Et on fait le lien entre les arguments X et Y dans la définition et les arguments lors de l'appel. Comme ça. Vous voyez ce qui se passe? On fait une correspondance entre les arguments à l'appel et les arguments dans la définition. On peut voir ça comme deux mondes. Il y a le monde à l'heure de l'appel et il y a le monde à l'intérieur de la procédure quand on l'exécute. Le sens des identificateurs est donné par l'environnement. Ici, le monde est défini par grand E. Ici, le monde est défini par EA. Et on voit que E et EA sont des mondes complètement différents. On va donc transférer de un monde extérieur à la procédure vers un monde intérieur à la procédure. Vous voyez comment ça marche? En fait, il y a un slide qui résume tout cela, mais c'est une slide un peu on comprend. C'est la même chose que j'ai mis sur le tableau. Hein. Ici, on a l'appel, INC, MN, en rouge. Et ici, on a l'exécution à l'intérieur. M, N, INC, il y a aussi le browse. Hein. J'ai oublié le browse, mais il est là aussi. Mais à l'intérieur, il y a juste A, X et Y. Et donc, tout ce qui se passe lors d'un appel de procédure, c'est le calcul de ce nouvel environnement, qui n'a rien à voir avec l'environnement extérieur. Hein. Donc je vois souvent ça, les gens, quand je demande, par exemple, l'examen d'expliquer comment ça marche, ils mettent ici le même environnement que là. Mais non,
c'est un environnement totalement différent. E et EA, ça a d'autres identificateurs. X, Y et A n'existent pas à l'appel, hein? Vous voyez? Mais ils existent à l'intérieur de la procédure. Okay? Donc, un pas d'exécution, on va donc mettre Y égale X plus A sur la pile avec un nouvel environnement. Et l'instruction browse, hein, vous vous souvenez, dans le programme que j'exécute ici, il y a browse N. Cette instruction est toujours sur la pile ici, hein, et elle ne change pas. Hein. Vous voyez que l'environnement pour browse est très différent de Y égale X plus A. Browse, on va faire browse N. Mais comment est-ce qu'on va calculer N? Mais c'est pas grave. Y et grand Y et grand N font référence à la même variable. Y égale petit n, grand N vers petit n. Donc ici, l'addition va lier petit n. Et après, le browse va l'appeler. Donc tout marche bien. Hein, on va afficher 11. Vous voyez comment ça marche? Ça, c'est super important. On va y revenir à d'autres moments. Hein. Mais il faut bien comprendre ça. Je vais maintenant vous donner des règles formelles pour la procédure. Je l'ai un peu fait ici. Hein. J'ai fait un raisonnement intuitif. Hein. Comment est-ce qu'on doit avoir EA? Mais bien sûr, la machine abstraite n'a aucune intuition. Il faut une définition totalement formelle. Donc, pour la définition de procédure, voici une définition sur la pile avec un environnement de prime. Il y a les arguments formels, x1, xn, et les identificateurs libres dans S. S, c'est le corps de la procédure. Ici, les arguments formels, c'est x et y, et il y a un seul identificateur libre dans l'instruction, c'est A. Identificateur libre. Vous vous souvenez ce que c'est un identificateur libre? Free Identifier, c'est l'identificateur qu'on utilise, mais qui n'est pas défini ici. Sa définition est ailleurs. Donc j'ai l'identificateur, mais il n'y a aucune déclaration de A. La A doit venir de l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ici la A dans l'environnement contextuel. Hein. Si on n'avait pas ça, on n'aura aucune idée de ce que c'était A. Et maintenant, quand on définit la procédure, on va donc lier la variable x, c'est E de x. X, c'est le nom de la procédure, hein, l'identificateur. La variable petit x, on va le lier ici à une paire. Donc le code de la procédure et l'environnement contextuel, c'est simplement E', mais avec une restriction que aux identificateurs libres. En fait, je n'ai besoin que de connaître les identificateurs libres. Donc je n'ai pas besoin de connaître les autres. En fait, A, ça vient ici à la définition. Hein. Quand on définit la procédure, A, il est connu. Là. Ici, on a A et I. On n'a pas besoin de connaître I, juste A. Et donc, on crée ça. Donc ça, c'est la définition de la procédure formelle. Donc la machine abstraite sait faire ça. C'est un calcul purement symbolique qui utilise le texte du programme. Vous voyez qu'on peut programmer ça. Hein? Calculer les identificateurs libres, calculer EC. On peut calculer ça. Il n'y a pas de flou, hein? C'est complètement précis. Maintenant, il y a juste une chose à faire, c'est l'appel de procédure. Et j'ai marqué ça, le slide le plus important du cours. Hein? Ce n'est qu'une légère exagération, c'est un slide important. Hein? Ici, on a un appel de procédure. X, Y1, Y avec environnement E. Petit x, c'est E de identificateur x. Voici la valeur procédurale. Alors, on met ça sur la pile. Vous voyez qu'on calcule un nouvel environnement ici.
Ce nouvel environnement, on commence par l'environnement contextuel, le C, et on ajoute des choses. Regardez ce qu'on fait. On a x1 jusqu'à xn, tous les arguments dans la définition, et on a e, y1, e, yn sont des arguments lors de l'appel. Donc les identificateurs dans la définition, on va les connecter aux variables, e, y1 c'est une variable, aux variables lors de l'appel. Donc avec ça, on fait la correspondance entre le monde intérieur, hein, x, y, a, et le monde extérieur, c'est n. Ça, c'est donc la définition formelle de l'appel de procédure. Aucun flou, tous les appels de procédure marchent. Ok? C'est tout. Hein? Je ne sais pas si vous considérez ça comme très compliqué ou pas très compliqué. C'est probablement l'instruction de la machine abstraite qui est la plus compliquée, mais en fait, ce n'est pas très compliqué. Pour vous, il faut comprendre ça, mais il faut commencer par avoir une intuition. Hein. Si j'ai une définition formelle, vous devez comprendre pourquoi c'est la bonne définition. Hein. Donc il faut aussi avoir l'intuition. Hein. Je vous demande les deux choses. D'abord, de connaître la définition formelle, mais aussi de comprendre pourquoi la définition est comme ça. Et ça a l'air simple, à vue comme ça. Peut-être, hein, pour moi ça a l'air simple. Pour vous, ça va devenir très simple, je pense. Mais beaucoup de choses reposent là-dessus. Quand on va faire plus tard dans le cours des objets, des classes, toute la technique de higher order, tout repose là-dessus. C'est incroyable. Et ça a pris beaucoup de temps avant que les gens comprennent comment faire ça. Donc ça a l'air simple, mais ça a demandé des décennies de réflexion, des bons mathématiciens pour trouver un. Ok, donc ça c'est l'appel de procédure. Maintenant, je vais terminer pour l'instant la partie sur la sémantique. Je vais prendre un peu de recul sur la sémantique. Et après, on va faire de la programmation. Donc, je vais faire un peu de... Maintenant, je vais faire un peu de philosophie. On a vu les techniques formelles de la sémantique, langage moyen machine abstraite. Maintenant, je veux prendre un peu de recul et vous donner quelques réflexions pour ça. Donc, on a vu d'abord un certain nombre de concepts. On a vu identificateur, variable, environnement, mémoire, instruction et langage noyau. Ça, on a déjà vu un certain nombre lors de toutes les cours. Mais on a aussi des nouveaux concepts. Une instruction sémantique. C'est l'instruction plus son environnement. Une pile sémantique. Pourquoi on a besoin d'une pile? Parce qu'une instruction ne suffit pas. En fait, il faut dire à la machine abstraite, il faut donner une séquence. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et enfin, la règle sémantique se met toujours, pour chaque instruction du langage noyau, un état d'exécution, c'est une pile plus une mémoire. Pile plus mémoire, c'est l'état d'exécution. Et après, une exécution, c'est une séquence d'étapes d'exécution. Hein. On a vu ça. On a ST avec sigma. Ça, c'est un état d'exécution. On fait un pas et on continue. Et on continue comme ça. Et on sait que ça peut continuer très longtemps. Le tout premier état, il est très simple. Je peux même le donner tout de suite. C'est l'instruction de base avec un environnement vide et une pile vide. Donc une pile avec une seule instruction, pardon, et la mémoire vide. Comme ça. Sigma est vide, l'environnement vide. Ça, c'est la première instruction. Et après, on continue. Et quand on démarre
ordinateur, ça démarre, c'est dans la sémantique, ça démarre toujours comme ça. On a une instruction. Hein? En général, qu'est-ce que fait la toute première instruction? Bon, elle va en général commencer par définir plein de choses. Hein? Définir des tas de procédures, après on va voir les objets, les valeurs, les livres, plein de choses qui sont importantes pour l'exécution. Une librairie qu'on a chargée. Donc dans un binaire, on va commencer par définir plein de choses, donc remplir l'environnement. Mais dans la sémantique, hein, il n'y a que ça. On commence avec une instruction du début, après le monde démarre. Ok? Ça, on a vu ça. On a vu donc des tas de règles sémantiques. On a aussi regardé comment prouver qu'un programme est correct. Hein? Et je voudrais faire une autre réflexion sur les mathématiques discrètes. Je sais que vous êtes tous des maîtres dans les maths continues. Vous avez eu des cours d'analyse, des équations différentielles, intégrales, pas d'expert. Mais je ne vais pas faire de ça dans ce cours-ci. Dans ce cours, ce serait surtout des maths discrètes. Donc la machine abstraite est une construction totalement discrète. Il y a des séquences, il y a une séquence déjà, il y a des piles, des mémoires et un ensemble, et après des tas de transformations, pas par pas, discrètes. Ok? Et ça c'est très important, parce que les ordinateurs, à la base, sont des machines discrètes. Hein? On essaie de cacher complètement la partie contenue de la physique, on a des instructions, on a un truc complètement discret. Et donc, il faut quand même voir ça. Donc, comment est-ce que l'ordinateur est modélisé en maths discrète. Et ça, c'est donc un petit point, juste pour vous dire. Alors, pourquoi la sémantique est importante? En fait, c'est intrinsèque. Toute votre carrière, vous allez faire de la sémantique, même sans le savoir. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on définit une librairie, on définit des nouvelles opérations. Ces opérations ont une sémantique. C'est comme si on faisait une extension du processeur avec des nouvelles instructions. Hein? On fait une extension de la sémantique. Quand on définit une abstraction, une classe, un objet, une procédure, c'est comme une nouvelle instruction. Okay? Et à chaque fois qu'on conçoit une librairie, on doit concevoir sa sémantique. On ne peut pas créer une librairie sans savoir ce qu'elle fait. Et il faut bien le comprendre, très précisément. Donc, un bon développeur, il va, au moins dans sa tête, il a une sémantique de tout ce qui est défini. Hein? Ça va ensemble, hand in hand, hein? Main dans la main avec une sémantique. Et il faut une sémantique. Et je vous le dis, s'il n'y a pas de sémantique, il y aura des mauvaises surprises. Et il y a un exemple de ça. C'est des logiciels faits par une certaine société. Je pense qu'ils sont basés dans une ville qui s'appelle Redwood, mais je ne vais pas les nommer. Ils font des choses sans sémantique. Ils ont même osé publier des livres, notre façon de créer des logiciels dans cette société, comme si c'était une bonne manière. Mais ce logiciel, il y a beaucoup de mauvaises surprises dedans. Unpleasant surprises. Si on n'a pas de sémantique, alors ça veut dire que tous les petits détails ça va être un peu la pagaille. Donc il faut une sémantique. Ça c'est un conseil.
même si c'est simplement dans votre tête. Moi, j'ai un slogan, c'est que la sémantique, c'est l'ultime langage de programmation. Un programmeur qui connaît beaucoup de langages, il ne voit même pas la syntaxe. Moi, je ne me rends même pas compte quand je parle français ou anglais. C'est un peu ça. On ne voit même pas la syntaxe, on voit au-delà. La syntaxe, c'est une illusion. Je pense que l'hindouisme a bien vu ça, ou le bouddhisme. C'est le maya, c'est une illusion. La vraie sens des choses est derrière les apparences, c'est la sémantique. Et on a déjà vu ça un peu. Quand on veut faire une boucle, on fait un invariant. Mais le code de la boucle n'est rien. Une boucle, c'est un invariant pour moi. Le code de la boucle, oui, ça dépend du langage, mais on s'en fout quel est le langage. Python, C, Java, n'importe quoi. Mais le sens de la boucle, c'est l'invariant. Pour moi, un invariant, c'est une boucle. Une abstraction de données, on définit une librairie, c'est une nouvelle instruction machine. On a étendu le processeur en fait. Donc une abstraction, une classe par exemple, ce sont comme des nouvelles instructions. Okay? Donc il faut voir la sémantique comme quelque chose on peut avoir derrière la tête. Quand on fait un programme, il faut toujours penser au sens. Qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est la sémantique. Ok? Et la sémantique est énormément utile dans beaucoup de choses dont nous allons voir un petit peu. Il y a d'autres cours qui regardent ça plus en détail. Par exemple, la vérification des programmes concurrents dans le cours de Charles Pêcheur, par exemple, ou quand on fait du débugage, ou même des cloud computing. On a des grands outils d'analytique sur le cloud qui font des transformations complexes sur de très grandes quantités de données. Ben, il faut savoir ce que c'est la sémantique. Donc pour la conception, on a besoin de la sémantique. Pour comprendre un programme, j'appelle ça les nooks and crannies. Ça veut dire tous les petits coins, des petits coins obscurs du programme. Il n'y a que la sémantique qui peut éclaircir ça. La vérification, c'est juste une autre façon de dire prouver un programme est correct. Le débogage, on ne peut déboguer un programme si on sait comment marche un bon programme. Un bug, ce n'est qu'un bug si on sait que c'est un programme correct. Sinon, donc, forcément, la visualisation, on peut faire une image dans une structure de données, eh bien, il faut la représentation est correcte. Si on veut afficher un graphe avec lumineux sur un écran, alors, il faut comprendre ce qu'on fait, aussi pour l'éducation, ici, pour l'analyse, pour les compilateurs. Un compilateur va optimiser le code. Il va faire une analyse. Il va exécuter certaines instructions, essayer de faire un code très optimal pour le processeur. Et donc, forcément, il doit connaître la sémantique pour marcher. OK? Et plus tard, on va regarder le garbage collection, donc le ramassage de miettes. C'est-à-dire que dans la plupart des langages actuellement, la gestion de mémoire est automatique. Ça veut dire qu'on peut créer des nouvelles structures, de nouveaux objets, et quand on n'a plus besoin, le système va de façon automatique récupérer leur mémoire. Automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a aucune référence du programme vers l'objet, aucune référence à partir d'un trait, d'une exécution active, alors on peut récupérer la mémoire. Mais comment est-ce qu'on sait ça? Il faut un algorithme, et c'est un algorithme complexe. Et pour que ça soit correct, il faut comprendre la sémantique, bien sûr. Ça vient toujours à la sémantique. Tout le chemin mène à la sémantique.
Okay? Donc pour vous dire tout ça, pour vous dire que c'est pas une lubie la sémantique, hein? C'est au cœur du métier. Hein? Et je répète mon slogan, la sémantique c'est l'ultime langage de programmation. Si vous connaissez la sémantique, la syntaxe n'est rien. C'est une illusion, la syntaxe. C'est une maya. Hein? Regardez ce que ça veut dire. Si vous voulez vraiment savoir la réalité derrière les apparences, il faut la sémantique. Ok. Voilà, assez de philosophie. Maintenant, on va retourner vers un peu de programmation. Hein? Vous avez compris que je pense que la sémantique est importante. Hein? C'était le message. Maintenant, je vais faire de la programmation. Je vais faire du higher order. Et higher order, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est programmé avec des valeurs procédurales. Des programmes qui utilisent des closures, c'est du higher order. Okay? Mais je vais vous définir ça plus précisément. Donc, une procédure, c'est le code plus un environnement. C'est extrêmement expressif. Et on va voir des tas d'exemples tout de suite. Et moi, je pense que cette idée-là est probablement la plus importante invention qui a été faite dans les langages de programmation jusqu'à maintenant. Sans cette invention, on serait dans l'âge de pierre de l'informatique. Il n'y a que les closures qui permettent de faire des très très grands programmes, qui permettent de faire des programmes en équipe avec la sémantique que j'ai donnée. Il y a énormément de choses qui sont bâties sur cet édifice. Donc il faut bien comprendre ça. Hein? Et donc on va faire des programmes. Ce que je veux faire, les procédures sont des valeurs. Hein? Donc on peut les passer comme arguments, on peut les renvoyer comme résultat. Et on va donc faire des petits programmes avec ça. Petite remarque, entre fonction et procédure, au point de vue du langage noyau, il n'y a aucune différence entre une fonction et une procédure. Une fonction, c'est un calcul qui a un résultat, qui renvoie un résultat. Mais en fait, c'est juste un cycle syntaxique. Parce qu'une procédure peut renvoyer un ou même plusieurs résultats. Okay? Donc, quand je dis procédure, il faut entendre procédure ou fonction. Hein? Parce que pour le langage noyau, c'est pareil. Donc, je vais faire donc, plein de choses avec des fonctions. Quand je dis fonction, il faut aussi entendre procédure. Ok, une petite définition, et après je vais écrire du code. J'ai parlé du higher order, programmation d'ordre supérieur. Bon, je dois définir ce que c'est ordre, l'ordre d'une fonction. Et chaque fonction, on peut définir un nombre naturel qui est son ordre, qui définit l'ordre. Voici la définition. Une fonction dont les entrées et la sortie ne sont pas des fonctions. Par exemple, le sum list, il prend une liste et qui renvoie la somme des éléments. L'entrée est une liste d'entiers et la sortie est un entier. L'entrée n'est pas une fonction, la sortie n'est pas une fonction. C'est donc une fonction de premier ordre. Okay? Une fonction de premier ordre, c'est une fonction dont les arguments et là, les sorties ne contiennent pas de fonction. On peut aussi techniquement parler des structures de zéro ordre. Hein? Une structure de données comme une liste d'entiers, on peut considérer ça comme une valeur d'ordre zéro, si on veut. Hein? Mais là, je vais commencer avec les fonctions de premier ordre. Et maintenant, on peut passer de l'ordre à un ordre suivant. Une fonction est de l'ordre n plus 1, et si dans ses entrées ou sorties, il y a une autre fonction avec l'ordre maximal n. Donc une fonction qui prend une fonction de premier ordre pour entrer, elle-même est de deuxième ordre. Okay? Une fonction qui renvoie
une fonction de deuxième ordre est une fonction de troisième ordre. Donc, on peut définir donc une sorte d'échelle des ordres qui montent comme ça. Et je vais vous donner des exemples des fonctions de higher order. Voici un premier exemple. Et je vais donner un nom à ça. Ça s'appelle la généricité. La généricité, c'est quand on passe une fonction comme argument. Par exemple, ici j'ai la fonction map, fl, qui prend une fonction et une liste. Si L est nil, alors nil. Sinon, j'appelle f sur h, un élément de la liste, et je fais l'appel récursif. En fait, on va appeler la fonction f sur tous les éléments de la liste. Et si j'ai un exemple, map, la fonction ici prend x et renvoie x fois x, carré. Et je donne 7, 8, 9 comme liste. Et donc, ici, je vais donc afficher une liste 49, 64, 81, des carrés. Alors, la question que je vous pose à vous, quel est l'ordre de map dans cet appel? Quel est l'ordre de la fonction map selon la définition que j'ai donnée? Qu'est-ce que vous en pensez? Premier ordre, deuxième, troisième, cinquième ordre, 0. Il faut me donner un nombre naturel entre 0 et infini. C'est quoi? 2. Deuxième ordre. Pourquoi? Pardon? Parce que map est donc le deuxième ordre, parce que map a un argument, c'est une fonction qui prend un entier et qui renvoie x carré. Quel est l'ordre de cette fonction anonyme? 1. C'est une fonction de premier ordre. Donc map, le premier argument de map, c'est une fonction de premier ordre. Donc map est donc une fonction de deuxième ordre. Je vais vous expliquer ça. J'ai oublié d'expliquer le code. Fonction L. Donc, comme toutes les fonctions sur la liste, L of nil, sinon, H va T, N, F de c'est le film, ça. POV. Je l'aime sur la tête. C'est une fonction très simple sur une liste. C'est un Pokémon. La meilleure proposition jusqu'à maintenant, c'est la mettre sur Android. Comme ça, je peux rester comme ça tout le coup. Pas mal, quand même. Maintenant, je peux faire c'est pour la vidéo. C'est pour le coup. Là, 2, et maintenant, je fais une fonction anonyme d'un argument, x fois x fois x, par exemple. Je fais la liste 1, 2, 3, 4, 5. Derek, c'est Ça. Et vous voyez ici, je pense que vous voyez ça. 1, 2, 3, 4, 5, mais en cube. Ça, c'est donc un exemple de programmation d'ordre supérieur. Vous voyez, c'est tout à fait raisonnable. Hein? Mais avec map, on peut faire quelque chose. Ok, ça c'est le début. C'est comme des petits fous. Je vais donner d'autres exemples maintenant. Ça c'est la généricité. Je vais donner un deuxième exemple de forme supérieure. Ça s'appelle l'instanciation. C'est quand une fonction est renvoyée comme résultat. On voit déjà ça. Hein? Quand on a une classe en Java et on crée un nouvel objet de la classe, le résultat c'est un objet. Nous, counter, et on obtient un compteur C, par exemple.
c'est un exemple d'instanciation. Vous avez vu ça. Mais dans la sémantique, une classe et un objet, ce sont des fonctions. Sémantiquement. Nous allons voir ça plus tard. Donc, créer un nouvel objet à partir d'une classe, c'est un exemple d'instanciation. Mais voici un exemple plus simple. J'ai la fonction makeAdd qui renvoie ici une autre fonction anonyme et un argument là, A. makeAdd renvoie une fonction d'un argument x qui fait x plus A. Si je fais maintenant add 5 égale makeAdd de 5, add 5, c'est une fonction. Et c'est une fonction qui va d'un argument, qui va additionner 5 à son argument. On va donc créer une sorte de fonction customisée spéciale. Et donc add 5 est donc la fonction énigme. On peut appeler de nouveau makeAdd avec 3 et on aura une autre fonction add 3 par exemple. Et donc, on peut créer des tas de variations sur une fonction qui va additionner une constante à son argument. Ok, deux petites questions. D'abord, quel est l'ordre de makeAdd? Quel est l'ordre? Quelqu'un qui est pas derrière, pas quelqu'un qui est devant. Je sais que les gens devant sont toujours des gens malins. Les gens derrière, on ne sait pas très bien. Parfois, il y a des gens très malins derrière. Je veux savoir. Alors, quel est l'ordre de makeAdd? makeAdd renvoie une fonction qui prend un nombre et qui additionne une fonction de ces nombres. makeAdd renvoie une fonction. Quel est l'ordre de makeAdd? Logarithme de 0 plus 1. Oui. Pardon? 2. Pourquoi? Pardon, dis-moi, comment ça? Parce qu'elle renvoie une fonction, c'est ça? Et c'est ça. makeAdd est de deuxième ordre. Tout comme map. Parce qu'elle renvoie une fonction. La fonction de ligne qui est là est une fonction de premier ordre. Parce que x est un entier, x plus a aussi. Donc la fonction anonyme à l'intérieur aussi, Tu regarderas la vidéo. une fonction de premier ordre. makeAdd renvoie une fonction de premier ordre. makeAdd est donc de deuxième ordre, tout comme ça. Deuxième question. Quel est l'environnement contextuel de la fonction renvoyée par makeAdd? Quel est son environnement contextuel? Il y a des langes. Pas vite. C'est quoi? Vous savez, non? Quel est l'environnement contextuel de cette fonction énigme? Celle-là. F de x renvoie x plus a. Quel est son environnement contextuel? Oui? Pardon? A vers 5, c'est ça. L'environnement contextuel est un environnement qui contient A, grand A, et le grand A va faire référence à une variable de mémoire qui est liée à 5. Donc l'environnement contextuel, c'est, on peut le montrer comme ceci, A vers un petit A et en mémoire A. C'est ça. C'est un environnement qui contient un seul identificateur, c'est le grand A. Vous voyez l'intérêt de l'environnement contextuel. La add 5 se souvient qu'il doit additionner 5. Voilà. Je vais aussi vous montrer comment ça marche. Donc, on est A, et je renvoie. Je renvoie
pas un Ouroboros par Ça. exemple. Est-ce que je peux attaquer en bouche? Est-ce que tu l'as bien? Et maintenant, je peux faire pad 10 égale, mais pad Incroyable. de 10. C'est bon, on va vraiment que dalle. Et si je fais Mais non, browse pad 10, c'est juste un je serveur. vais voir 121, hein, 111 plus Mais 10. tu surestimes cette chose. C'est pas tout. Je peux créer d'autres fonctions. Quand tu cliques là, ça prend une photo. C'est faux. Make add 100, c'est add 100. Je vais mettre dans le deuxième Oh, j'ai fonction. joué, je suis très bien. Browse. Alors, on va voir sur les forums les gens qui se font des rediffs. Genre qui sont kiffés. Je vais ajouter Comment c'est? J'ai jamais eu autant de 12 likes. 400. J'ai donc instancié, mais à deux fois. Tu la planches. D'abord avec 10 et deuxièmement avec 100. Avec donc la même fonction makeAdd, je peux créer beaucoup de petites fonctions sorties, toutes différentes. Hein. Add 10 et add 100, c'est pas pareil. Hein. Et je peux même les appeler ensemble. Hein. Add 10 de add 100 de 1. Ça, qu'est-ce que ça va afficher? Si j'exécute ça, ça va afficher quoi? 1 plus 100 plus 10. 111 normalement. Hein? 111, voilà. Et donc vous voyez qu'il n'y a aucune confusion entre add 10 et add 100. On peut les utiliser ensemble. Voilà. Pourtant, c'est le même code qui s'exécute hein, dans les deux, mais ce sont deux fonctions différentes. Hein. Pourquoi elles sont différentes? Parce que l'environnement contextuel est différent, bien sûr. Vous voyez l'importance de l'environnement contextuel. Et quand on a une classe dans un langage objet et on crée plusieurs objets de la même classe, ce sont des objets différents. Parce que les objets peuvent avoir des attributs avec des valeurs différentes. Parce que les objets, ils ont aussi un environnement contextuel. On a trois objets de la même classe, c'est le même code qui s'exécute, mais les données sont différentes. Le code, c'est le code de la procédure, hein, et les données, ça vient de l'environnement contextuel. Vous voyez, l'intérêt de l'instanciation, c'est une technique très intéressante. Donc, vous voyez, là, en quelques lignes de code, je vous ai montré un concept super important. Je vous ai montré l'essentiel de ce concept. 3 lignes, mais add. Allez, on peut même le faire en ligne si on veut. Hein. On vous a montré l'instanciation. On n'a pas besoin d'avoir une classe de 300 lignes pour comprendre ce concept. Ce concept, bien sûr, est extrêmement utile. Hein. Tous les langages orientés objets font ça, ou presque tous. Hein. Ils font ça. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. Vous commencez à sentir que c'est intéressant, les valeurs procédurales, les closures et la puissance que ça donne. Eh bien, vous n'avez encore rien vu. Les deux petits exemples là, il y a des trucs bien plus marrants encore. Mais d'abord, on va faire une petite pause. Ok, donc là, on a vu générosité et instanciation. Ce sont deux exemples simples de programmation d'ordre supérieur. Dans tous les deux, on a une fonction de deuxième ordre. Je vais maintenant vous montrer un troisième exemple. C'est la composition de fonctions. Je définis une fonction compose qui prend
deux fonctions comme entrée et qui renvoie la composition de ces deux fonctions. Voilà, donc fonction. Et la fonction qui est renvoyée, c'est f de g de x. Et si je fais par exemple le compose de la fonction qui renvoie la carré, la fonction qui renvoie x plus 1, ça va faire la carré de x plus 1. Hein? Donc la fonction f nous, ça va être la composition de ces deux autres. Ok, je vais vous montrer comment ça marche, mais d'abord une petite question. Quel est l'enveloppe contextuelle de la fonction renvoyée par compose? Vous voyez comment ça marche, hein? Ici, je renvoie une fonction anonyme de un argument et qui fait f de g de x, hein, de l'argument. Quel est l'environnement contextuel de la fonction renvoyée par compose? L'environnement contextuel. Qu'est-ce qui est stocké avec le code? Qu'est-ce qui est dedans? La définition de l'environnement contextuel n'a pas changé. Hein. C'est tout aussi simple. Mais l'exemple est un peu plus sophistiqué. Donc peut-être que ça va vous mettre en confusion, mais en fait, la réponse est très simple. C'est quoi? Oui? C'est juste grand G vers petit g. Grand G vers petit g. C'est presque bon, mais il y a quelque chose qui manque là. Oui, grand G est blanc, mais pas que. Oui. Grand F vers petit f. Bah, ça, c'est l'autre moitié. En fait, il y a les deux choses. Hein. Dans l'environnement contextuel, il y a grand F et grand G. Il y a grand F vers la fonction hein, qui est dans le noir et grand G vers la fonction. Donc l'environnement contextuel de cette fonction contient deux choses, hein, deux identificateurs. Donc, je vais aussi vous montrer comment ça marche. Donc je renvoie une fonction un argument, c'est f de g de x. C'est très simple, hein? C'est juste quelques lignes de code. Qu'est-ce qui pourrait être plus simple? Et maintenant, je peux par exemple faire 2 égale. C'est quoi du coup tirage Cause de. D'abord, une fonction qui fait x plus x et l'autre fonction c'est des cadres. qui est x fois x. Je vais éviter comme ça. Alors, si je fais F2 de 5, J'enlève de merde. Je sais pas ce que je fais, de merde. qu'est-ce que ça va afficher? Imagine les autres. F2 de 5. Vous voyez ça? Je ne sais pas si c'est un terme facilement. Il y a moins que moi aussi parce que je sais pas ce que je fais. Bah vas-y, je mets 6 ans. J'ai mis 6 ans. Je l'ai déposé tout à l'heure. F2 de 5, ça affiche quoi? F de G de X. Ça affiche quoi? Oh! Apparemment, je dépose une code là sur le table. Alors, F, c'est 2x, x plus x. G, c'est x carré. C'est donc 2 fois 5 carré, non?
c'est quoi? Non? Il y a, dans cette salle, le nombre de neurones est immense. 100 fois 100 milliards. Donc la puissance de calcul devant moi doit être incroyablement immense. Alors, qu'est-ce que me dit cette puissance? Ça donne quoi? Non? 50, oui, je pense, oui, sauf si je fais. On va faire un peu d'informatique. Ah oui, ça donne 50. C'est incroyable, non? Je vais faire encore un petit Trop truc stylé. là. Il fait quoi? C'est bon. F3 égale. On pose de F2, F2. Vous voyez, il y a un problème de faire un truc de ce genre. Hein? Close. Allez, je vais faire F3 de 1. Ça donne quoi? Là, attends, là, je commence à empiler les choses. Hein? C'est comme des briques pour faire une maison. Hein? Donc F2 de, en fait, c'est F2 de F2 de 1. F2 de 1, c'est 2 fois 1 carré. Et ça fait, c'est quoi 2 fois 1 carré? Oh, c'est très compliqué. 2 peut-être, non? Et après, F2 de 2, c'est 2 fois 2 carré, 2 fois 4, c'est 8. C'est peut-être 8, non? Ouf! C'est pas mal, hein? Je fais de bons calculs mental, hein? C'est le métier. Mais vous voyez ce qu'on peut faire avec ça. C'est un problème. Et on peut continuer. Il n'y a aucune confusion entre F2 et F3. Vous voyez que c'est quand même un outil puissant. Okay? Donc je le tourne. Mais on n'a pas terminé encore à montrer les merveilles de la programmation d'ordre supérieur. Okay? On peut faire de la proposition de fonctions, c'est très bien. Dans un langage fonctionnel, ce genre de choses, on les fait tout le temps. Hein? On va combiner des choses. Mais dans un langage orienté objet, vous avez probablement déjà fait la même chose, mais sans vous en rendre compte. Si un objet, quand on appelle un objet, et dans les arguments d'une méthode, on a d'autres objets, un objet peut prendre deux objets comme entrée et peut renvoyer un objet. C'est de l'ordre supérieur aussi. Hein? Ok, maintenant je vais donner encore un autre exemple. L'abstraction d'un accumulateur. Je vais cacher un accumulateur. On peut aussi appeler ça l'abstraction de boucle. Abstracting a loop, un accumulator. Vous vous souvenez qu'on fait des calculs, des boucles avec des accumulateurs, hein, avec des invariants comme ça. Tout ça peut être caché à l'intérieur d'une opération higher order. Par exemple, supposons qu'on a une liste A0 jusqu'à AN-1 et on fait la somme A0 plus A1 et on peut l'écrire comme ceci. 0 plus A0 plus A1 plus A2, etc. Hein? On continue comme ça. C'est donc, on peut rendre ça générique. On remplace le plus par une fonction quelconque, f. Alors, au lieu de faire 0 plus A0, on fait 0, f de 0 à 0. Après, de ça, on fait f de ça et A1, et ainsi de suite. Ça donne ceci. Hein? F de 0 à 0, le résultat est f de ça avec A1, ainsi de suite jusqu'à n-1. Et bien sûr, le 0, qui est la valeur qui commence, peut être remplacé par n'importe quelle valeur. Hein? Je peux définir donc une fonction higher order, et je vais l'appeler fold. Plié. Fold. Et je vais l'appeler fold L, L pour left, gauche,
parce que bon, il y a aussi fold L. Mais là, je vais appeler cette fonction fold L. Cette fonction prend une liste, une fonction de 2 arguments, et un nombre initial. Et cette fonction fait le calcul qui est écrit là. Vous voyez que la boucle, et l'accumulateur aussi, et aussi la boucle, est totalement cachée à l'intérieur de fold. Fold fait une boucle. Hein? Mais c'est générique. On peut mettre n'importe quelle fonction f là. OK? Comment est-ce qu'on peut définir fold? Ben, c'est très simple à définir. Je vais vous donner la définition de fold L. C'est une fonction de liste. Toute fonction de liste a la même forme. Il y a un case, et il y a nil, et il y a élément suivi par liste. Il y a 3 arguments, L, F et U. Si L est nil, alors on renvoie U. Sinon, on renvoie l'appel récursif. Fold L de T, F, F, U, H. Vous voyez que U est un accumulateur, en fait. Hein? On a un U ici qui rentre et on continue avec F de U de H. Donc, en fait, on met H dans le U et on continue comme ça. Jusqu'à ce que le L soit épuisé. Nil. Bon. La question habituelle, quel est l'ordre de fold L? Oui? Quelqu'un me dit l'ordre est la longueur de la liste. Non, désolé, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus abstrait que ça. En fait, ça n'a rien à voir avec la longueur de la liste. Désolé. Désolé. Mais on a droit à l'erreur, il n'y a pas de problème. Hein? C'est juste un examen qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Vous pouvez faire toutes les erreurs que vous voulez pendant l'année. Et d'ailleurs, je pourrais donner des bonus aux gens qui font des erreurs. Bon, alors c'est pas le nombre de la liste, c'est quoi l'ordre de fold L? Fold L a 3 arguments et un résultat. Allez, une liste, une liste entière, par exemple, un élément de base, donc plus, typiquement un nombre aussi, et une fonction f. Une fonction qui peut être une fonction de 2 arguments, 2 entiers qui vont un entier. Quel est l'ordre de fold L? Si l'entrée et la sortie contiennent une fonction de maximum ordre n, vous voyez qu'on ne parle pas de longueur de liste là. Alors c'est ordre n plus 1. Alors quel est l'ordre maximal d'une entrée ou de la sortie? Maximal. F, c'est l'ordre 3. 1. Alors, fold L, c'est 2. Voilà. Fold L, c'est comme map. C'est une fonction de 2e ordre. OK. Je vais vous faire marcher ça. Après, je vais faire le truc un peu différent. Ça va du coup. T, F, ça ne change pas, et F, U, H. La merde, Ça, c'est fold L. C'est simple, hein, comme fonction. Maintenant, si je fais la fonction SUMList qu'on avait fait avant, ben c'est une ligne. Je n'ai même pas besoin d'écrire de code. Le fold L, c'est une ligne. Je peux faire fold L. 1, 2,
des fonctions qui fait x plus y, je commence avec 0. Ça va faire la même chose que la somme qu'on avait fait avant. Ça fait 6. Mais je peux aussi faire d'autres variations de triangle. Maintenant, je commence avec 1, et je fais le produit. Ça fait aussi 6, mais c'est juste un hasard. C'est vrai, hein? Ou d'autres trucs comme ça. Maintenant, je vais un truc marrant. Vous voyez que compose est une fonction de deux arguments. Et vous voyez que fold L, la fonction f, est une fonction de deux arguments. On peut donc utiliser fold L et compose ensemble. C'est bizarre, non? On est perdu. Ouais, en plus, je prends le golem, je prends le plus grave. Fold L. Et là, je fais une liste. Je passe. J'ai rien pour attaquer derrière. Vous avez. Le tronc du ciel et la boule de neige. Je dois vous dire que j'ai jamais fait ça avant. J'ai juste une idée qui me vient comme ça. Compose. Et l'élément unité, c'est une forme de la fonction identique. Je crois que j'ai trop de temps. J'en peux plus. Le boulot, c'est les Maintenant, j'ai une liste qui contient trois fonctions. Fait x plus 1, x plus 2, x plus 3. Je vais plier ça ensemble avec fold, L, et la fonction compose, mais j'ai besoin d'une fonction de base. Alors, disons que la fonction de base, c'est la fonction identité. Hein? Je pense que ça va marcher, hein? Parce que les arguments de compose, c'est les fonctions d'un argument. C'est incroyable, non? C'est clair, c'est vrai, hein? C'est le résultat. Je fais la composition des trois fonctions, mais j'aurais pu avoir une liste avec 100 fonctions, et je les comprime comme ça, ensemble, en une fonction. C'est pas mal, non? Ça. Écrire un truc comme ça, on ne pourrait pas croire que c'est un truc toujours aussi simple. Bien, mais on n'a pas encore terminé. Il y a encore d'autres choses que je vais vous montrer. Des choses un peu plus génie logiciel. Hein? On a fait des manipulations. On a fait la généricité, on a fait l'association. J'ai combiné des fonctions, des compose avec fold. On peut même utiliser fold et compose ensemble. Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire de l'encapsulation. Je vais cacher une valeur à l'intérieur d'une fonction. Je veux faire de l'arithmétique cachée avec du higher order. Ici, j'ai une fonction 0 qui renvoie à 0. Et c'est la fonction inc de h qui va prendre h. H, c'est une fonction qui cache un nombre. Pour obtenir le nombre, il faut appeler la fonction sans argument. Donc j'appelle h sans argument, j'obtiens le nombre, je fais plus 1, ça c'est n, après je le recache de nouveau dans une fonction. Donc avec ça, je peux faire un genre d'arithmétique caché. Hein? Par exemple, inc de 0, tri là,
c'est une fonction. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans si on ne l'appelle pas. C'est curieux, non, comme façon de faire. Mais ça peut être intéressant quand on crée des abstractions. Fund 0, qui renvoie 0. Fund int. Et on a un nombre h qui est un nombre caché. Hein, je peux faire ça. Donc n égale h. J'appelle h. Hein. H est une fonction de 0 argument. Je l'appelle comme ça. J'obtiens n et je fais plus 1. Et après, je renvoie une autre fonction de sans argument, je renvoie n. C'est trop fort ce truc. Un bâtiment. Ça tombe bien, je vois. C'est bizarre, hein? J'ai la carte en C'est bizarre de faire comme ça. Si je fais browse de 0, ça donne quoi? Bah, c'est une procédure d'un argument. Le browse, il sait ça. Procédure d'un argument, et comme c'est dans l'interface interactive, il connaît même l'identificateur, c'est 0. Par contre, si tu appelles browse à l'intérieur du programme, il ne va pas toujours connaître. Mais là, il connaît. Si je fais c'est trop fort. 0, là, apparemment, il ne connaît pas. Là, on fait toujours un argument. Mais ça représente un nombre. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Là, il faut l'appeler. C'est 1. Vous voyez, on a maintenant créé des procédures qui cachent un nombre. Surtout le collègue. Miro. Ensuite, les cochons, c'est une genre d'encapsulation. Et on peut cacher beaucoup de choses. Là, on cache un nombre, mais on peut cacher plein d'informations. Vous voyez que dans l'abstraction de données, il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur. Un objet, par exemple. On peut voir le but d'un objet. C'est comme ça que c'est caché. C'est caché avec le higher order, avec des valeurs procédurales, avec des closures. Donc l'environnement contextuel est invisible à l'extérieur. Hein. On peut utiliser cette idée. Ok, pas fini encore. Encore un exemple. Maintenant, on va créer des structures de contrôle. Supposons que notre langage n'a pas de boucle while. On peut utiliser la higher order pour inventer une boucle while ou un if. Ici, par exemple, j'ai la procédure if true qui prend deux fonctions ou procédures. En fait, condition, c'est une fonction de 0 argument qui renvoie un booléen. STMT, statement, c'est une procédure de 0 argument. Okay? Et la définition d'if true, c'est if, et j'appelle cond, if l'appel de cond renvoie true, alors j'appelle statement. Ça c'est bizarre, non? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux créer un if. Bon, là, j'ai utilisé les if pour créer les if, mais je peux créer d'autres structures de contrôle. Par exemple, mon instruction statement fait browse 101 face 101. C'est tout ce qu'elle fait, cette instruction. Et la condition, c'est 1 plus petit que 2. Donc, if true, if 1 plus petit que 2, j'appelle statement. En fait, je peux prendre n'importe quelle instruction et je peux les cacher à l'intérieur d'une procédure ou une fonction et l'appeler plus tard. J'appelle ça
l'exécution retardée de l'AI. Je vous donne un peu le principe sur le tableau. Mec, c'est toi? Voici le principe. Je fais par exemple if, et j'ai l'expression then statement F. Ça, c'est un if général. Mais je peux dire, par exemple, F égale fonction, et je mets l'expression à l'intérieur. Donc cette expression est cachée à l'intérieur d'une fonction sans argument. Donc quand j'appelle F, c'est exactement comme si j'exécutais l'expression. Et S, je peux la même chose. Cette instruction STMT statement, je le mets à l'intérieur d'une procédure de zéro argument, j'appelle S. Donc appeler S, c'est exactement la même chose que exécuter statement. Et maintenant je peux faire if, appelle F, then, appelle S. Ça fait exactement la même chose que l'instruction originale. Ça va exécuter l'expression. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que F et S, je peux les donner comme argument à une autre fonction, et cette autre fonction peut décider quand on doit les exécuter, ou peut-être ne pas les exécuter du tout. Et donc, on peut faire des structures de contrôle avec ça. Et je vais vous donner un exemple de ça. Après, je vais vous montrer comment faire une boucle while si votre langage n'a pas de boucle while. Donc d'abord, c'est horrible. If statement. Attendez, je vais essayer de donner le même nom. If true, condition statement. If la condition est vraie, Ça fait en 180. Par exemple, je peux faire if 1, if 2, then, Chaîne YouTube. browse, 1, 2, 3. Avec ton dos, ça va. Si je fais ça, ah ben on va afficher 1, 2, 3. C'est très simple. Mais je peux aussi faire La caméra, je vais dire, ouais, tu m'as l'air d'un moment. 1, 2, Je sais pas regarder toute la vidéo. Maintenant, je peux faire exactement la même chose en faisant comme ça. Si j'appelle F, je vais exécuter 1 multiplié 2. Si j'appelle S, je vais exécuter browse 1, 2, 3. Et ici, il n'y a pas d'environnement contextuel. Il est vide. Ce n'est pas totalement vrai. Parce que le S, il y a browse dans l'environnement contextuel. S'il y a des choses dans l'environnement contextuel, alors les choses vont marcher. Ça va faire marcher normalement. Ça fait aussi 1, 2, 3. C'est curieux, non? Avec ça, on peut créer des structures de contrôle. Et je vais donner des exemples de ça. Donc voici un exemple. Je vais créer une boucle while. Une boucle while générique. Voici une boucle while écrite dans un langage comme Java. S, c'est une variable S égale init, while la condition S égale transform S. Je
peux l'écrire comme une boucle. Je définis la fonction while, S est un argument, cond et transform sont des fonctions. If condition de S est vraie, then while transform S, cond transform, sinon S. Et après, une boucle while, c'est juste une instruction. Avec ça, j'utilise un higher order pour inventer une structure de contrôle. Bon, on peut aussi, si on veut, on peut définir une syntaxe pour ça. Si on fait, on ajoute une boucle while dans le parseur, le boucle while peut générer la while comme ça. On pourrait définir ça. Il y a l'état, S, il y a la condition, il y a la transformation. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion, elle est comme ça. Si la condition est vraie, Non, alors le j'ai lit la en boucle train de while. faire. While, C'est c'est maintenant. vrai. Et donc, on fait à ce moment-là, while, transform S, l'itération, et cond et transform sont pareils. Else, on renvoie S. C'est fini. Else, la boucle est terminée, on renvoie S. Je vais maintenant vous faire une boucle. Et je vais vous donner un exemple. Une boucle, juste pour vous montrer comment ça marche. Voici une boucle while qui fait la somme des entiers de 1 jusqu'à n. L'état, en fait, il y a deux variables locales, I et A, mais je les mets ensemble dans un tuple, S, I, A. I, c'est l'index, A, c'est un accumulateur. Donc ici, j'ai while, 10, 0. En fait, voici, en bas, c'est la boucle écrite en Java. I égale 10, A égale 0. While A, I plus grand que 0. A devient A plus I moins moins. Hein? Et on peut le faire en higher order aussi. While S 10, 0, c'est la valeur initiale, j'ai une fonction qui compare S.1 plus grand que 0, ça c'est le while. Et après, je fais l'itération. Donc, I moins moins, c'est S1 moins 1, et A devient A plus I, c'est S.1 plus S.2. C'est I. Donc, ceci, c'est une autre syntaxe pour le boucle while. On voit, bon, c'est un peu plus encombrant, mais en fait, je l'ai programmé. J'ai un langage qui ne contient pas le boucle while, et je l'ai programmé avec du higher order. Là. Donc, je peux, par exemple, faire ça. Donc, je vais faire une boucle. Je vais faire un peu la même chose. Donc, je commence avec 10, 0. Ok, très bien. Je vais afficher le résultat. Browse. While. J'ai une étape qui commence à 10, 0. Maintenant, j'ai la condition avec l'état. L'état S. S.1 plus grand que 0, while plus grand que 0. Après, j'ai les transformations. S. La transformation, c'est un nouveau tuple qui est S.1 moins 1 et S.1 plus S.1. C'est bien ça, c'est correct. Si j'ai la condition d'une fonction booléenne qui renvoie true ou false, et la transformation prend un état et renvoie un autre état qui est l'itération suivante. Donc S.1 moins 1 et S.1 plus S.1. Attention, attention, oui. Ok.
c'est ça, 0,50. Je peux faire plus, 100 plus la ligne, par exemple. Plus ratio. Plus de travail. Hein, Personne ne 500 000, 500. Donc on a inventé une boucle while avec du higher order. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas mal, hein? Non? Vous commencez à voir la puissance de ce truc. Ok. Donc, j'ai donc montré, je viens de vous montrer 7 exemples qui vous montrent ce qu'on peut faire avec du higher order. Du higher order, c'est simplement programmer avec des valeurs naturelles comme on les a définies, avec la sémantique de généricité. C'est quand on peut changer de comportement en donnant d'autres fonctions, hein, génériques, instantiation, envoyer une fonction, la proposition, abstracting un accumulateur, cacher un accumulateur, faire une boucle, faire de l'encapsulation, de l'exécution retardée, ou la création de structures de contrôle. Mais ce n'est pas fini encore. Je vais utiliser ça plus tard pour faire de l'abstraction des données. Donc l'abstraction de données sera complètement basée sur des higher order. Donc, vous voyez l'importance du higher order. Et pour terminer, je vais vous dire un dernier truc. Dans le higher order, vous avez vu l'importance des fonctions. Hein? On crée une fonction comme une valeur, on le met comme argument, on renvoie le résultat, et on peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais la semaine prochaine, on va aller jusqu'au bout avec ça. La semaine prochaine, je vais vous montrer ce qu'on appelle le langage de calcul. Et c'est un tout petit langage qui ne contient que des fonctions, en fait. Que des fonctions dans le langage de calcul, et des fonctions d'un argument seulement. Donc on peut définir une fonction d'un argument et on peut appeler une fonction d'un argument. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Et le langage de calcul, c'est Turing complete. On peut tout faire avec ça. Et il y a d'autres propriétés. Toutes les abstractions sont basées là-dessus. Vous avez remarqué qu'il y a quand même une grande puissance là, surtout avec l'encapsulation, on peut cacher les choses, isoler une partie de l'exécution, on fait de l'abstraction avec ça. Après, il y a d'autres propriétés. Il y a une propriété qui s'appelle la confluence. Et ça, je vais vous dire ça, c'est la vraie puissance de la programmation fonctionnelle. En fait, jusqu'à maintenant, je vous ai dit, on va programmer avec des fonctions et les variables, on ne peut pas les affecter. Ok, d'accord, vous voulez vous désavantager, c'est comme si vous voulez courir un marathon avec les deux pieds liés ensemble, hein, où on peut faire la cuisine sans couteau. Bon, d'accord, si vous voulez vous handicaper comme ça. Mais non, je ne vous ai pas encore montré quand il écrit au bout la du tableau, vraie puissance je te promets. de la programmation fonctionnelle. C'est une propriété mathématique très forte qui s'appelle la confluence. Il n'y a que la programmation fonctionnelle qui a cette propriété. Et cette propriété est une propriété qui vient du langage de calcul. Tous les langages fonctionnels sont des versions un peu enrichies avec du sucre syntaxique du langage de calcul. On peut dire le langage de calcul égale programmation fonctionnelle. Et tous les langages fonctionnels, comme je vous ai montré, ou les autres, Haskell, Steve, les autres, tout, c'est simplement du sucre syntaxique pour le langage de calcul. Donc on peut dire que le langage de calcul, c'est la clé de voûte de tous les langages de programmation.
Ok? Mais je vous dis ça maintenant, juste pour vous sensibiliser un peu. On va donc voir tout ça la semaine prochaine. Donc, c'est juste un cours. Hein? Je ne vais pas, sur tout le quadrimestre, je vais vous donner un cours sur le nombre de calculs. Et là, vous allez déjà voir ce qu'on peut faire avec le nombre de calculs. Et c'est tout. Juste pour que vous sachiez ce que c'est. Un informaticien, aucun informaticien ne peut ne pas connaître le nombre de calculs. Après, on va retourner à les techniques de programmation. Mais la semaine prochaine, ça sera donc focalisé sur le nombre de calculs. Ok, je crois que je vais m'arrêter là.